À l'IREPS, donc l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, il y a, on va dire, tout un travail en collaboration avec la PJJ, notamment dans le cadre de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est PJJ Promotrice de Santé, qui est un programme qui se décline au niveau national, au niveau de l'interrégion, au niveau des territoires. Et c'est intéressant aussi de voir que le travail qui a été mené là peut être remis en perspective par rapport à ce travail plus global qui vise à voir comment la PJJ peut être actrice promotrice de santé. Voilà, c'était important de resituer ça et dire qu'il y a plusieurs programmes, notamment financés par l'ARS, pour intervenir sur les territoires, sur les compétences psychosociales, et qui vont croiser en fait les préoccupations d'aujourd'hui. C'est un peu haut ce micro, je vais finir par attraper un torticolis. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait cette enquête ? L'idée, c'était de dresser un état des lieux des pratiques existantes pour identifier les améliorations possibles. En fait, quand on a commencé à parler de cette question de l'articulation entre la prise en charge et la prévention des addictions du côté PJJ, secteur service, ça y est, SAH, service habilité, associatif, habilité, SAH, pour tous ceux qui ne sont pas tout à fait au point sur les termes PJJ, il y a quand même des gens parmi vous aujourd'hui. Donc service habilité, service associatif habilité, je vais y arriver. Donc en fait on se rendait compte qu'il y avait des personnes qui disaient non mais il n'y a aucun problème d'articulation avec la justice, et puis d'autres qui disaient ah ben non mais on ne se comprend pas toujours, on a l'impression qu'on ne va pas tout forcément dans la même direction, et donc il y avait quand même apparemment une hétérogénéité des pratiques et des positionnements, et on s'est dit bon bah on pourrait faire une enquête pour essayer d'un peu d'objectiver la situation, de voir quelles sont les diversités de pratiques en la matière. Bon, on n'avait pas les moyens de faire une enquête qualitative, ça aurait pris un peu trop de temps, donc on s'est lancé dans un travail de recueil surtout quantitatif. Donc ça a été un gros travail collaboratif avec les conseillères techniques santé des différentes délégations territoriales, et on a conçu 2 questionnaires, un à destination des magistrats et un à destination des travailleurs sociaux, dans l'idée justement de pouvoir comparer un peu les pratiques et les représentations. Et puis on avait aussi un grand enjeu qui était on va aussi interroger les familles, parce qu'à chaque fois, on n'interroge pas suffisamment les familles. Donc, on était très ambitieux, on a réussi à mener à bien l'enquête par questionnaire, et puis au niveau des entretiens, on a réussi à en faire 2. Mais on pourra donner la parole aux personnes qui ont fait passer les entretiens dans la salle, parce qu'elles sont là. Donc, ce serait plutôt une amorce de ce côté-là. Donc 15 questionnaires recueillis du côté des magistrats, 166 questionnaires au niveau des travailleurs sociaux, et 2 parmi les parents. Je remercie toutes les personnes qui ont pris du temps pour répondre à ces questions. Il paraît que c'est un gros succès, qu'on a été super bien répondu, donc merci beaucoup pour vous tous. Et alors après, évidemment, c'est un petit peu compliqué de savoir quelle est la teneur des données recueillies, parce que on a parmi les 166 personnes qui ont répondu, il y a aussi des gens qui étaient cadres, qui étaient dans des fonctions qui n'étaient pas forcément celles visées par le questionnaire à la base, donc on en a 548 directement qui concernent directement les éducateurs, les psychologues et les assistantes sociales, et petite minorité sur les professeurs techniques, cuisiniers, veilleurs, infirmiers. 15 questionnaires pour les magistrats, qui est une belle participation, mais évidemment, statistiquement, c'est très, très fragile. Et des mobilisations très différentes suivant les délégations, avec, ça a été pas toujours, très, très hétérogène au niveau des niveaux de réponse. Et du coup, on ne sait pas trop si c'est les réponses qui ont été recueillies, c'est représentatif ou pas du tout des professionnels de la PJJ. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de considérer que les résultats de cette enquête, c'est pour ouvrir le débat, pour voir qu'est-ce qui peut être intéressant ou pas par rapport aux résultats qui sont proposés. Donc c'est pour ouvrir la réflexion. On n'est pas du tout du côté de l'enquête escapade avec des échantillons extrêmement, on va dire, validé, représentatif de la population. On n'est pas du tout dans le même genre d'enquête. On est vraiment sur quelque chose qui vient un peu agiter la réflexion. Voilà. Il y a déjà plein de choses qui se font en matière de pratiques de prévention.
au niveau de la PJJ et du SAH. Il y a des ateliers collectifs, il y a des entretiens individuels, il y a des conventions avec des partenaires, il y a des consultations jeunes consommateurs en interne au service, on en a identifié 5. On a aussi un groupe de parole de parents qui existe. Il y a sûrement d'autres choses qui pourraient être inclus dans ce dispositif de prévention. On voit qu'il y a déjà un panel assez important de choses. Ensuite, on s'est intéressé à la question du repérage des conduites addictives. Parce que c'était un peu aussi l'objet qui était évoqué tout à l'heure. À un moment donné, pour intervenir, il faut déjà savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, on a utilisé un certain nombre d'indicateurs. On pourrait les affiner si on refaisait un peu des études. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a finalement un repérage un peu... qui est très important globalement, parce que, regardez, on a plus de 80% des personnes interrogées qui disent qu'ils font ou systématiquement, ou pour la plupart des jeunes, un repérage au niveau du tabac, pour l'alcool et pour le cannabis, avec un petit peu moins de repérage du côté de l'alcool, ce qui pose aussi des questions sur... pourquoi un peu moins du côté de l'alcool? Vous pourrez peut-être réagir sur ces dimensions-là. Et puis, on voit surtout que cette question du côté systématique ou pas du repérage des consommations, ça va dépendre du type de prise en charge. Et effectivement, quand on est du côté de l'hébergement, on va avoir beaucoup plus généralement une approche systématique du repérage du tabac. Et en fait, ça s'explique principalement par le type de fonctionnement. À un moment donné, il va falloir faire fonctionner la structure. Donc, on va interroger le jeune sur le fait qu'il consomme ou pas pour savoir comment on va gérer cette consommation par rapport à l'organisation. Donc, dans l'hébergement, vous avez aussi les CER et les CEF. Un peu moins pour l'alcool de nouveau, et aussi du côté du cannabis, c'est une question qui est posée de façon un peu systématique. Quand même, on a des éléments qui sont assez importants de ce côté-là, de quid de cette petite part de professionnels qui disent qu'ils interrogent, alors, c'est très rare qu'ils ne posent jamais la question, mais quand même qu'ils ne posent pas la question, si ce n'est quand il y a vraiment, apparemment, un problème qui est mis en avant sur cette dimension-là. Et ça reste, surtout pour l'alcool, quelque chose qui est loin d'être mineur. Voilà. Alors, OK, on repérage des conduites addictives, on pose des questions. Quel type de questions on pose? Qu'est-ce qui se passe? On a proposé un certain nombre d'indicateurs dans le questionnaire, et notamment, une des premières questions qui serait posée, ce serait la question de la quantité, en nombre de joints consommés. On se resserre sur le cannabis à ce moment-là, parce qu'on voit que c'est ce qui pose question par rapport aux articulations avec la justice en particulier. Et donc, du coup, la question de la quantité de cannabis fumé, c'est la première des questions qu'on va poser. Mais de façon assez intéressante, la question du moment de la journée a été aussi évoquée dans 85% des cas. Ça veut dire qu'on ne va pas s'interroger juste sur combien vous fumez, mais à quel moment vous l'utilisez, et donc quel rôle ça a aussi pour vous dans votre journée. Et puis aussi de la mise en perspective du point de vue du jeune, sur les effets que ça a sur sa consommation. Et là, on a aussi 83% des personnes qui ont répondu, qui disent qu'ils vont estimer la consommation à l'aune de la vie du jeune et des effets que ça peut produire sur son quotidien. Donc on voit qu'on est déjà dans quelque chose où on n'est pas juste dans une approche illicite du produit, mais bien une approche compréhensive de la consommation qui va faire écho à ce que me proposait M. Morel tout à l'heure. Et le fait d'évoquer un éventuel bénéfice à la consommation, 80%, ce qui est quand même, je trouve, des chiffres très très encourageants sur ce qui est proposé par ailleurs au niveau dans le champ de la prévention. Du côté des magistrats, comment est-ce que est fait justement ce repérage des conduites addictives, et à quel moment est-ce qu'on procède à une identification des consommations de cannabis du mineur? Donc je répète, on est sur des chiffres extrêmement faibles, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais on va dire que l'approche, la plupart des jeunes, effectivement, c'est quand même un peu plus de la moitié des magistrats interrogés, et seulement certains jeunes, 36%, et de façon systématique, 7%. Pour rappel, on était à 42% au global, au niveau PJJ, sur l'approche systématique de savoir quel est le niveau de consommation de cannabis. Donc on voit que ce n'est pas les mêmes positions, et ce n'est pas la même façon d'aborder cette question du repérage.
Voilà. Et comment est-ce qu'ils vont finalement se décider à creuser un peu cette question de la consommation de cannabis? Eh ben, c'est d'abord parce qu'il y a des antécédents au niveau des infractions à la législation des stupéfiants. C'est ça qui va faire qu'on va poser des questions sur la question de la consommation du cannabis. Bon, ok, là jusque-là on voit bien que c'est le fait d'avoir été déjà inculpé pour cette question-là qui va faire qu'on va continuer d'interroger cette question-là, mais quand même, pour les... donc du coup ça fait 10 sur 15, donc ça fait les deux tiers d'entre eux, c'est ça. C'est la question des problèmes de dette ou de décrochage scolaire, donc des choses qui vont autour, qui vont faire qu'on va s'occuper aussi de cette question de la consommation du cannabis. Donc on voit bien qu'il y a une préoccupation plus large de voir justement comment ces dimensions-là s'articulent et d'essayer de comprendre si cette consommation de cannabis ne viendrait pas être en lien avec ces situations, ces expériences et ces comportements difficiles. Après, on avait proposé d'autres choses qui sont passées bien en deçà dans les éléments proposés, mais qui sont quand même, qui ont quand même été évoqués. Donc, on a des choses un peu diverses de ce côté-là aussi. Et puis, comment est-ce que cette consommation de cannabis va être estimée? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va mesurer l'ampleur de la consommation? Donc, on va retrouver, comme pour les travailleurs sociaux, la question de la quantité. La question de l'ancienneté aussi, la consommation. Alors, très honnêtement, on ne l'avait pas posé pour les travailleurs sociaux, donc peut-être que ça serait sorti de la même façon. En tout cas, on voit que la question de la quantité, et on va revenir un peu sur qu'est-ce qui fait qu'on est dépendant, quels sont les risques associés, enfin comment on mesure les choses. Donc là, la quantité est un élément. Mais de façon très... Donc l'argent consacré à la consommation, c'est un peu pareil, c'est pour estimer la quantité de choses qui est consommée. Mais... on a aussi le contexte de consommation qui apparaît en très bonne place dans cette affaire-là et qui montre que c'est, encore une fois, d'autres éléments que juste une estimation à partir de la quantité. Donc ça, il y a des choses intéressantes qui sont proposées. Donc je vous laisse voir les autres éléments. Après, ça pose d'autres questions. Ah oui, c'est ça. Pardon, excusez-moi, parce que du coup, c'était... Ouais, c'est la question du contexte qui me semblait très importante dans ce résultat-là. Qu'est-ce qui va faire ensuite, une fois que cette estimation de consommation a été faite, qu'il va y avoir une obligation de soins qui va être prononcée? Donc on s'est basé sur la dernière obligation de soins prononcée, pour pas être juste dans ce que je ferais en général, mais bien sur une situation bien spécifique, qui a carrément ses limites quand on est sur 15 personnes en matière statistique. Mais en attendant, c'était de se dire, bon bah voilà, qu'est-ce qui finalement, dans la dernière situation d'obligation de soins prononcée, qu'est-ce qui vous a décidé à prononcer cette obligation de soins? Donc, on voit que la quantité arrive en premier, la question de la récidive, et ça va faire écho de qu'est-ce qu'on fait à un moment donné quand il y a effectivement consommation, qu'on voit que la consommation est importante, que c'est une situation de récidive, quelle réponse on va faire? On va être du côté de l'obligation de soins, donc ça fait tout à fait écho à ce qu'on a entendu tout à l'heure, et que la question de l'impossibilité à s'en passer, les incidences sur la vie familiale sont aussi des éléments importants. Ce qui est intéressant de préciser, c'est que en moyenne, il y a 3,2 éléments décisifs pour la prise de décision. C'est-à-dire qu'on va mailler les éléments pour prendre cette décision d'obligation de soins. Mais ça cache une certaine disparité, parce que dans les personnes qui ont répondu, il y en avait qui avaient pris leur décision sur juste la récidive, par exemple, ou juste la quantité, et puis d'autres qui avaient mis 4 ou 5 éléments pour prendre leur décision. Donc on voit que ce n'est pas du tout les mêmes façons de procéder. Encore une fois, ça renvoie à l'hétérogénéité des pratiques. Et un élément aussi, moi, qui m'a beaucoup étonnée et sur lequel j'aimerais bien entendre les magistrats à la fin de l'intervention, si on a le temps, qui disaient que pour effectivement évaluer le niveau de dépendance, pour moi, spontanément, je me disais, bon, si on fait appel à une obligation de soins, s'il y a soins, c'est qu'il y a dépendance, comment est-ce que la dépendance est évaluée? Et moi, comme ça, je me disais, c'est parce qu'il y a un médecin qui l'a statué. Et en fait, c'est pas ça la démarche. Alors j'imagine qu'il y a une raison pour laquelle ça se passe comme ça, qu'il y a des contraintes importantes. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant qu'on puisse l'évoquer, de comprendre pourquoi, moi, en tout cas spontanément, je me dis, mais c'est quand même étrange le fait de ne pas faire appel à un médecin quand on parle de dépendance qui donnerait lieu à une obligation de soins. Donc, mais vraiment, c'est une vraie question posée à débattre. La question de l'orientation est importante. Une fois qu'on a identifié qu'il y avait justement une consommation problématique et que le jeune était en difficulté avec ça, au niveau de la PJJ et des services habilités,
Le type d'orientation, c'est principalement les services spécialisés sur les addictions, un petit peu sur les généralistes, d'autres professionnels comme les maisons des adolescents, les CMP. Et puis, dans 16% des cas, les personnes ont dit qu'ils n'avaient jamais procédé à des orientations. Et en fait, on se rend compte que ce chiffre-là est principalement porté par des personnes qui sont contractuelles ou vacataires. Donc, du coup, ça pose une question aussi, peut-être qu'ils viennent juste d'arriver, qu'ils n'ont pas eu encore l'occasion de le faire, ou peut-être que ça pose d'autres questions sur justement la reconnaissance du réseau ou d'autres éléments. Donc ça, c'est pareil, c'est un point qu'on pourrait expliquer potentiellement à l'aune de vos propres expériences. Ce qui est super intéressant aussi dans cette enquête, c'est de montrer que la question de l'orientation, il y a un vrai suivi de l'orientation avec le professionnel qui prend le rendez-vous avec le jeune, ou le jeune qui prend le rendez-vous mais en présence du professionnel. Donc on voit qu'il y a un accompagnement qui est important, ou parfois le professionnel qui a communiqué un contact, mais un contact en particulier. Là, c'est tout mélangé, ça faisait pas ça sur mon ordinateur à moi. Alors là, c'est le fait que le professionnel communique juste une liste en disant prenez rendez-vous avec un professionnel, en laissant le jeune se débrouiller comme ça. C'est vraiment très, très, très minoritaire. Et puis, nous avons ici le prise de contact avec la famille pour qu'elle prenne rendez-vous avec le jeune. Donc on voit qu'il y a vraiment un accompagnement qui est très fort au niveau de la prise de contact sur une difficulté comme ça. Et en plus, dans 44% des cas, les professionnels ont accompagné le jeune à son premier rendez-vous. Donc on voit que le suivi, le soutien, il est très important. Et dans 91% des cas, le professionnel a demandé des nouvelles de la démarche. Donc le suivi, il est là aussi très important. Le lien avec les parents. Alors, comme j'ai commencé au début par vous le dire, à chaque fois on dit oui, c'est très important, il faut que les parents soient dedans. Et puis finalement, à la fin, on arrive à la fin de la démarche et on se rend compte que c'est pas facile d'inclure les parents, de les interroger. Donc, qu'en est-il au niveau de la déclaration, en tout cas des personnes qui ont répondu au questionnaire? Alors, on voit déjà qu'il y a 9 magistrats sur 13 qui déclarent s'adresser aux parents, soit pour leur évoquer les risques, soit pour s'assurer qu'ils ont compris ce qui était dit. Donc là, on leur demandait d'hiérarchiser, mais en tout cas, on voit qu'il y a une attention quand même portée aux parents qui est non négligeable. Et puis, si on regarde les professionnels de la PJJ qui déclarent en avoir parlé avec les parents, mais parfois sous certaines conditions, et que ça dépend des cas sévères, est-ce que le jeune est d'accord, est-ce que les liens de la famille, avec la famille sont suffisants, etc. Une fois qu'on a regardé un peu tous ces éléments, globalement, il y a quand même la plupart des professionnels de la PJJ qui déclarent aborder ces questions de consommation avec les parents du jeune. Donc on voit qu'il y a quand même, en tout cas, une démarche pour essayer d'associer les parents dans ces questions-là, même si on est d'accord que c'est pas si simple. Après, je pourrais donner la parole aussi. Est-ce que ça a fait finalement d'interroger les parents sur ces questions-là? Est-ce que vous voulez, où est-ce que je vois Muriel là-bas, dire un petit mot de ce que ça a pu elles sont toutes les trois l'une à côté de l'autre pour se soutenir. Évoquer, est-ce que c'était si difficile que ça et qu'est-ce que ça a suscité d'interroger les parents sur ces questions-là, sur leur rôle, leur représentation par rapport aux addictions de leurs enfants? Oui, non, c'était pas difficile. Ce qui était difficile, c'était qu'ils soient plus disponibles. Mais après, à partir du moment où on a pu les rencontrer, pour ma part, c'était pas difficile. Et c'était au départ, ils avaient peur, ils pensaient qu'ils n'étaient pas en capacité de nous aider en fait dans ce travail. Et puis moi, pour cette maman, le bénéfice secondaire, on va dire, c'est qu'elle s'est sentie très valorisée. Et c'était même on est même allé au-delà en fait de son rôle de représentant légal et de mère. Elle était plus en position de sachant finalement. Et c'est une maman, ça lui a donné de l'importance. On s'est intéressé à elle. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'en fait, ça lui a permis aussi de. En fait, elle m'a indiqué qu'elle consommait elle aussi. Donc c'était quelque chose que finalement elle n'avait jamais abordé avec moi, ou j'avais jamais abordé avec elle. Elle n'avait pas osé en fait le faire. Et le fait qu'on travaille sur un autre angle, qu'on se décale un peu et qu'on sorte aussi du rapport au judiciaire, on va dire, ça lui a permis finalement de pouvoir m'en parler de sa consommation
Et ça, c'était vraiment très intéressant. Et aussi, ça lui a permis aussi de se positionner en tant que... comment elle pourrait accompagner son garçon maintenant, justement, vers une gestion de sa consommation. Et c'était vraiment très intéressant. Bonjour. Donc du coup, pour rejoindre un peu ce que disait Muriel, c'est vrai que la maman a pu aussi nous faire part de consommation qu'elle avait. Donc moi, ça faisait quand même 2 ans et demi que je les suivais. Elle m'avait raconté une grosse part de son histoire et du coup, ça est venu rajouter sur une partie de son histoire où effectivement, elle avait une consommation d'alcool. Et la consommation de son fils de cannabis et de ses 2 aînés, que je ne connaissais pas non plus, lui a fait tester aussi le cannabis, qu'elle ne comprenait pas pourquoi ses enfants étaient dans cette addiction. Alors la plus-value aussi de cet entretien, c'est qu'après, j'ai accompagné son fils à l'après-tôt. Et en fait, ça m'a permis de développer l'entretien avec le jeune et l'addictologue qui était avec nous, puisqu'il a pu... il ne se souvenait pas de qu'est-ce qu'il faisait, qu'il s'était mis à fumer. Donc je dis, écoute, ta maman, l'analyse qu'elle en a, c'est celle-là. Et il me dit, effectivement, c'est vrai que c'est à cette époque-là que j'ai pu fumer, etc. Donc ça a pu ouvrir un débat sur le moment de la consommation. Donc c'est vrai que c'est intéressant finalement d'y mettre les parents, puisque moi, c'est pas quelque chose que je faisais forcément. Et peut-être que je ferai plus aujourd'hui avec cet angle d'entretien que vous nous avez proposé, puisque finalement, il est non jugeant. C'est des questions assez ouvertes qui permettent effectivement un débat sans qu'on rentre dans le c'est bien ou c'est pas bien. Du coup, moi, je vous remercie, parce que ça m'a donné un outil de plus. Moi, ce qui m'a impressionné dans les entretiens, c'est qu'on retrouve exactement les 3 axes de l'intérêt qu'on peut avoir à la satisfaction. Et ils sont incroyablement riches, les parents, ils évoquent toutes les dimensions et ils sont vraiment dans la complexité de la difficulté ou de l'intérêt de la consommation. Et c'est vraiment... moi, j'ai trouvé qu'il y avait un savoir très très fin, en fait, de tout ce qui se passait et de toutes les difficultés, les tensions que ça pouvait créer. Voilà. Est-ce que les personnes de la PJJ, du SAH, les magistrats sont des acteurs de prévention ? Ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la PJJ et du SAH, le fait de se sentir acteur de prévention et le fait d'avoir suivi des formations complémentaires, ça permet d'améliorer l'approche systématique du repérage et ça augmente l'orientation vers des spécialistes des addictions. Donc, comment vous dire ? C'est qu'à un moment donné, on parlait tout à l'heure de langage commun et de pouvoir avoir des choses un peu éclaircies au niveau des postures et que ce soit un environnement favorable au niveau de la structure. On voit là que ce sont des éléments qui vont converger vers quelque chose qui va favoriser un environnement favorable. 80% des professionnels de la PJJ qui ont répondu se disent se sentir acteurs de prévention. C'est quand même énorme. 80% des magistrats estiment que les mesures prononcées peuvent être des outils de prévention. Donc, quelque part, ils sont aussi acteurs de prévention. Et principalement, pour eux, sur les consommateurs réguliers. Ce qui est intéressant, parce que moi, j'avais la représentation complètement inverse. Moi, je pensais que c'était un magistrat, il pouvait avoir plus d'effet, le côté rappel à la loi sur des consommateurs occasionnels et que ce serait plus difficile sur le consommateur régulier. Et là, c'est pas du tout la perception des magistrats. Donc ça m'a aussi très intéressée. Et puis, quand même remettre en perspective qu'il y a quand même 41% des professionnels PJJ donc, et SAH et 40% des magistrats qui ont répondu, qui ont suivi des formations sur les addictions. Bon, on peut supposer que ça a induit un biais dans les réponses, qu'ils étaient intéressés par le questionnaire et qu'ils ont plus volontiers répondu, mais quand même, ça montre aussi qu'il y a déjà vraiment une démarche de formation des professionnels de la PJJ et des magistrats à ces questions-là, et que ça ouvre quand même tout un champ justement autour du langage commun. Pour conclure, il y a des pratiques de repérage et d'orientation active, bien ancrées, oui, mais il y a une espèce de tension qui traverse. Quand je vous parlais du systématique ou du pas systématique, ou la plupart des jeunes, etc., c'est est-ce qu'il faut travailler avec tous les jeunes qui pourraient être en difficulté, donc quelque part faire un repérage systématique, ou seulement se concentrer sur ceux qui sont suivis pour infraction à la législation des stupéfiants. Et ça, j'ai l'impression que c'est pas complètement résolu. Dans les chiffres, on voit qu'il y a cette question-là qui traverse, et c'était aussi des débats qu'on a eus avec les conseillères techniques santé. Et comment être aussi acteur de prévention ? C'est pas forcément le premier rôle, que ce soit l'éducateur ou que ce soit le magistrat, c'est loin d'être son premier rôle. Donc comment est-ce qu'on va travailler avec ça ? On a beaucoup parlé des risques, ça a été beaucoup évoqué ce matin aussi sur comment est-ce qu'on va mettre en avant les risques
pour essayer de soutenir les jeunes accompagnés. Et puis qu'en même temps, la question de tenir compte des contextes, des bénéfices tirés de la situation, c'est des choses qui se mettent en route et c'est des choses qui sont beaucoup plus dans le champ préventif pour le coup. Et puis résoudre les tensions entre les obligations liées à son rôle et l'approche compréhensive d'accompagnement, ça a été évoqué aussi à plusieurs reprises ce matin. C'est pas facile de tenir les deux approches et d'arriver à concilier les choses, y compris par rapport au discours qu'on va recueillir de la part du jeune. Parce que si forcément on est dans une approche où on est magistrat et on est dans la sanction et ce qu'on consomme c'est illégal, comment est-ce que le jeune va percevoir la possibilité qu'il a là d'être dans une parole de vérité? C'est compliqué aussi d'être dans cette dimension-là. Et la formation reste quand même un des leviers identifiés dans la base de données. Et ces rôles différents, ça nécessite forcément des articulations claires qui renvoient à ce langage commun. Voilà. Une place des parents à développer. On a vu que ça pouvait ouvrir des pistes et que ça serait aussi une idée que ce travail-là, il puisse continuer en travaillant aussi du côté de l'articulation avec les parents. Voilà, c'est fini. Et la bonne nouvelle, quand même, c'est que la plupart des gens qui ont été interrogés, ils étaient d'accord pour travailler cette articulation. Alors j'imagine qu'il y a parmi vous, il y en a beaucoup dans la salle. En tout cas, c'est très optimiste. Merci beaucoup.